Le silence opulent du Seraphinos, un établissement de Manhattan, où se concluaient des accords secrets et où l'on trinquait au sang versé avec du champagne millésimé, fut brisé par le claquement d'une gifle. Il ne s'agissait pas d'une dispute au sujet d'une addition ou d'un désaccord insignifiant. C'était la fiancée du parrain le plus impitoyable de la côte Est, Serena Ashford, qui infligeait un coup cinglant à une jeune serveuse nommée Vivian Holloway. Serena était une femme connue pour son sang-froid glacial, ses émotions enfermées comme des âmes dans un coffre-fort. Alors, qu'est-ce qui l'a poussée à commettre un acte de violence en public pour une petite tache d'huile d'olive? Toute la salle s'est figée. Les requins en costume en pleine négociation. Le personnel terrifié serrant ses plateaux. Le sommelier avec une bouteille de vin à 10 000 $ suspendue dans les airs. Mais que s'est-il passé dans les 90 secondes qui ont suivi? La réponse silencieuse et impossible de la serveuse allait faire de lui l'homme le plus redouté de la salle. Alexandre le silencieux Moretti a laissé tomber son verre de whisky Macallan vieux de 50 ans pour la première fois en 15 ans et a réalisé que le véritable danger n'était pas la femme qui venait de lever la main, mais la serveuse épuisée de 27 ans qui avait 3 emplois pour payer l'opération cardiaque de son frère mourant, qui n'avait pas dormi plus de 4 heures en 2 ans, qui avait déjà tout perdu sauf sa fierté et qui venait d'encaisser le coup sans broncher. Vous pensez connaître cette histoire? Vous n'en avez aucune idée. Si cela satisfait votre amour pour les récits intenses, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir. Partagez-le avec quelqu'un qui aime les rebondissements dramatiques et abonnez-vous pour la deuxième partie, où les secrets sont dévoilés et les loyautés brisées. Car ce que Vivian Holloway a fait ensuite n'a pas seulement choqué le restaurant, cela a changé toute la structure du pouvoir dans le monde souterrain de New York. L'air à l'intérieur du Seraphinos était épais comme du miel durci. Le bruit de la gifle résonnait encore contre les murs lambrissés de chêne foncé, se glissant à travers chaque pli des rideaux de velours cramoisi, effleurant les oreilles de chacun, qui faisait semblant de n'avoir rien entendu. Personne n'osait bouger. Un chef cuisinier se tenait figé derrière une porte de cuisine légèrement entr'ouverte. Une louche à soupe était toujours serrée dans sa main, le bouillon coulant sur le sol en marbre sans qu'il s'en rende compte. Une jeune serveuse se tenait à 3 pas de là, son plateau tremblant, les verres à cocktail frémissant comme s'ils avaient eux aussi peur. Theodore Grant, le directeur de 55 ans aux cheveux blancs argentés et aux yeux qui avaient été témoins de bien trop d'horreur entre ses murs, se tenait pétrifié derrière le comptoir d'accueil, le visage décoloré, les rides gravées comme de fines fissures dans la porcelaine. Dans un coin de la pièce, un groupe d'hommes d'affaires en costume 3 pièces sur mesure se tut au milieu d'une négociation de plusieurs millions de dollars. Des stylos coûteux flottaient au-dessus des documents, personne n'osant signer, personne n'osant respirer trop fort. Pourtant, tous ses yeux, même s'ils détournaient délibérément le regard, observaient secrètement un seul homme. Alexander Moretti était assis, immobile, dans la loge VIP. La lueur dorée d'un lustre Morgerano au-dessus de lui éclairait son visage comme un coucher de soleil avant la tempête. Il ne bougeait pas. Pas un seul muscle de son visage sculpté ne bougeait. Ses yeux gris tempête étaient fixés sur la scène devant lui, indéchiffrables, ne révélant rien de ses pensées. Un verre de whisky Macallan de 50 ans d'âge était posé dans sa main. Ses longs doigts élégants l'entouraient comme s'il s'agissait de la seule chose qui le reliait à la réalité. Serena Ashford était toujours là, la main droite suspendue en l'air après la gifle. Ses doigts fins étaient ornés d'une bague de fiançailles en diamant de 12 carats qui scintillait sous les lumières comme une cruelle moquerie. Elle attendait les larmes, attendait les excuses, attendait que la petite serveuse s'effondre à genoux et implore son pardon, comme tous ceux qui l'avaient précédé. Les lèvres de Serena se courbèrent en un sourire aussi fin qu'une lame. Une satisfaction froide et vicieuse rayonnait de ses yeux bleu pâle. C'était son moment préféré. Le moment où la semaine s'achevait enfin, mais où Vivian Holloway ne cédait pas. Elle se tenait là, la joue gauche rouge comme si elle avait été brûlée par le feu. Quelques mèches de cheveux bruns collaient au coin de sa bouche, où une fine ligne de sang s'écoulait d'une lèvre mordue. Ses yeux étaient fermés, non pas à cause de la douleur ou de la peur, mais comme si elle comptait 1, 2, 3. Sa poitrine se soulevait d'une respiration profonde et mesurée, lente et contrôlée. Et lorsque ses yeux s'ouvrirent,
Ce que Serena Ashford vit n'était pas la soumission qu'elle avait attendue. C'était tout autre chose. Quelque chose qui figea le sourire sur ses lèvres. Quelque chose qui poussa même Alexander Moretti, un homme qui avait affronté la mort des centaines de fois sans broncher, à serrer son verre de whisky jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Car dans les yeux de cette serveuse de 27 ans, il n'y avait ni larmes, ni peur, ni capitulation, seulement un calme terrifiant si profond qu'il semblait vider la pièce de tout son air. Vivian Holloway bougeait lentement, délibérément, chaque mouvement calculé dans les moindres détails, comme si elle accomplissait un rituel sacré qu'elle seule comprenait. Sa main droite se leva, non pas pour toucher la joue brûlante, ni pour essuyer le sang au coin de sa bouche, mais pour se glisser dans la poche poitrine de sa chemise blanche. Ses doigts fins, rendus rugueux par des années de travail, trouvèrent quelque chose soigneusement plié à l'intérieur. Elle en sortit un mouchoir. Pas un mouchoir en papier bon marché comme ceux que le restaurant distribuait à son personnel. Pas un simple morceau de tissu appartenant à une serveuse qui vivait de pourboire, mais d'un mouchoir lin blanc immaculé bordé d'une délicate dentelle faite main. Son coin était brodé de 2 initiales entrelacées et d'un fil d'argent légèrement terni par le temps. C'était le dernier souvenir de sa mère, la seule chose qui restait d'une femme décédée dans un lit d'hôpital 11 ans plus tôt. Sa main serrait celle d'une jeune fille de 6 ans, tandis qu'elle lui murmurait que la vie devait être vécue pleinement. Serena Ashford fixa le mouchoir, les sourcils froncés, se demandant ce qui allait suivre, peut-être des excuses pitoyables ou un geste pour essuyer ses larmes. Mais Vivian ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, puis un autre, réduisant la distance qui la séparait de la femme qui l'avait frappée. Theodore Grant retint son souffle. Une serveuse à proximité faillit laisser tomber son plateau. L'un des hommes d'affaires murmura une prière. Serena recula instinctivement d'un demi-pas. Pour la première fois, autre chose que du mépris brillait dans ses yeux, peut-être de l'inquiétude, peut-être une trace de peur qu'elle n'admettrait jamais. Vivian s'arrêta juste devant elle, assez près pour sentir le parfum coûteux de Chanel Index 5, assez près pour voir chaque grain de poudre sur la peau impeccable de la puissante fiancée. Puis, sans un mot, elle leva le mouchoir en lin et essuya doucement une légère trace d'huile d'olive sur l'épaule de Serena. Une petite touch presque invisible, l'étincelle qui avait tout déclenché. Elle l'essuya lentement, doucement, avec le soin que l'on pourrait apporter à un enfant endormi. Il n'y avait aucune colère dans ce geste, aucune moquerie, aucune soumission, seulement un calme pur si absolu qu'il en devenait une déclaration. Serena resta figée, la bouche légèrement ouverte, incapable de réagir, car ce n'était pas la scène qu'elle avait imaginée. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se dérouler. Elle était Serena Ashford, la femme qui faisait trembler toute une ville, qui avait frappé une serveuse insignifiante. Et cette fille était maintenant en train de nettoyer son chemisier comme si c'était Serena qui avait besoin de soins. Une humiliation bien pire que n'importe quelle gifle en retour. Une fois la tâche disparue, Vivian plia soigneusement le mouchoir, comme auparavant, et le glissa dans sa poche. Elle recula d'un pas, ses yeux marrons foncés rencontrant le regard de Serena, non pas dans un esprit de défi ou de provocation, mais dans le vide, comme si Serena Ashford et son coup ne méritaient pas une seule larme ni une seule réponse. Le silence s'installa, si lourd que la pièce semblait s'enfoncer sous son poids. Le bruit des bougies qui brûlaient sur les tables, le champagne qui pétillait dans les verres, les cœurs de dizaines de personnes qui battaient à tout rompre alors qu'elles retenaient leur souffle. Serena ouvrit la bouche pour parler, pour lancer une insulte, une menace, n'importe quoi pour reprendre le contrôle. Mais avant qu'elle n'ait pu prononcer un seul mot, un autre bruit rompit le silence. Le fracas sec d'un verre qui se brise. Le verre de whisky Macallan vieux de 50 ans glissa de la main d'Alexander Moretti, comme si ses doigts avaient soudainement oublié comment le tenir. Le Crystal Waterford heurta d'abord le plateau en marbre, rebondit une fois, puis s'écrasa sur le sol du restaurant, où il se brisa en centaines d'éclats scintillants sous la lumière du lustre. Le bruit du verre qui explosait résonna comme un coup de feu dans un cimetière, déchirant le silence qui étouffait Seraphinos. Le whisky ambré se répandit sur les carreaux de pierre blanche, formant une mer comme du sang dilué. C'était un verre d'une valeur de 3000 $. Mais personne ne se souciait de l'argent, car Alexander le silencieux, Moretti,
n'avait jamais rien laissé tomber en 15 ans à la tête du plus grand empire mafieux de la côte Est. C'était un homme qui avait assisté à des exécutions devant lui sans ciller, qui avait signé des ordres d'exécution sans trembler, qui avait fait face au canon des armes ennemies en se contentant de sourire. Son surnom, le silence, venait non seulement du peu qu'il disait, mais aussi du contrôle absolu qu'il exerçait sur chaque muscle, chaque expression, chaque réaction involontaire de son corps. Et pourtant, un verre lui avait échappé des mains. Devant tout le restaurant, devant ses partenaires qui attendaient de signer des contrats, devant sa fiancée à cause d'une serveuse. Theodore Grant sentit ses genoux menacés de se dérober. Car en 22 ans à la tête de Seraphinos, il n'avait jamais rien vu de tel. Il avait assisté à la conclusion d'accords derrière des portes closes. Il avait nettoyé du sang sur des tapis sans poser de questions. Mais il n'avait jamais vu Alexander Moretti perdre le contrôle, ne serait-ce qu'un instant. Serena Ashford se tourna vers son fiancé, et pour la première fois de la soirée, autre chose que de l'arrogance traversa son visage. De la confusion, puis de l'inquiétude, puis une lueur de peur au fond de ses yeux bleus pâles, car elle connaissait Alexander mieux que quiconque. Elle connaissait le poids de ce verre dans sa main. Elle savait qu'il accordait plus d'importance au contrôle qu'à tous ses biens, et elle savait que s'il l'avait laissé tomber, c'est que quelque chose l'avait touché, quelque chose d'assez puissant pour briser le mur d'acier qu'il avait construit depuis le jour où son père était mort. Le regard de Serena se posa à nouveau sur Vivian Holloway. La serveuse se tenait toujours là, le visage impassible comme de la pierre sculptée, et soudain, elle vit ce qu'elle avait manqué depuis le début. Elle avait frappé une femme, mais cette femme n'était pas tombée, n'avait pas supplié, n'avait pas fui. Elle s'était redressée, avait essuyé l'humiliation et avait croisé le regard de la personne qui l'avait rabaissée sans prononcer un seul mot. Et cet acte, ce silence fier, avait fait lâcher son verre à l'homme le plus puissant de la pièce. Serena Ashford comprit alors une vérité terrifiante. Ce n'était pas elle qui contrôlait la situation. Elle ne l'avait jamais été. Et lorsque Alexander Moretti se leva lentement de la loge VIP, sa taille de 1,85 m semblant remplir toute la pièce, Serena sut que tout était sur le point de changer, mais elle ne savait pas encore à quel point ce changement serait désastreux pour elle. Alexander Moretti sortit de la loge VIP, chaque pas résonnant sur le sol en marbre comme le battement d'un tambour de guerre, et personne n'osa croiser son regard tandis que les invités les plus puissants de Manhattan baissaient soudainement les yeux vers leurs assiettes comme si rien au monde n'était plus fascinant. Alors que le personnel se retirait vers les murs, se fondant dans l'ombre, essayant de devenir invisible, seule Vivian Holloway resta où elle était, sans reculer, même si elle ne regardait pas directement l'homme qui s'avançait vers eux. Serena se tourna vers sa fiancée, ses lèvres déjà courbées en un sourire séducteur et expérimenté, ses yeux bleus scintillant comme si elle venait de faire quelque chose qui méritait des éloges. Et elle dit d'une voix douce comme du miel coulant de sa langue qu'elle était désolée pour l'interruption, que la petite serveuse avait été irrespectueuse et avait abîmé sa nouvelle blouse Valentino, qu'elle lui avait simplement donné une leçon de bonne manière. Alexander s'arrêta à 2 pas d'elle, ne regarda pas Vivienne, mais fixa son regard sur sa fiancée. Et ce que Serena vit dans ses yeux gris n'était ni de l'accord ni de la compréhension, mais de la glace, pure et absolue. Et lorsqu'il prit de la parole, sa voix était si basse qu'elle tenait presque du murmure. Pourtant, elle résonna dans la pièce comme un tonnerre lointain, lui rappelant que cela s'était produit dans son restaurant. Devant ses invités, à cause d'une tache d'huile d'olive à peine visible à l'œil nu, Serena cligna des yeux tandis que le sourire sur ses lèvres commençait à se fissurer. Car elle ne l'avait jamais entendu utiliser ce ton avec elle auparavant, seulement avec ses ennemis, seulement avec les traîtres, et qu'elle trébucha en répondant qu'elle y avait seulement essayé de préserver la dignité de leur famille, que la jeune fille l'avait touchée sans permission et devait savoir rester à sa place. La dignité, répéta Alexander, comme si ce mot avait un goût amer, lui disant qu'elle avait frappé une femme sans défense devant 50 personnes, transformé son restaurant en scène pour sa rage personnelle, et appelé cela de la dignité. Et Serena recula d'un pas, son talon Louis Vuitton s'accrochant au sol, insistant avec un désespoir croissant dans la voix que la jeune fille avait ruiné son chemisier, un chemisier à 15 000 $. Alexander s'avança, réduisant la distance entre eux, la forçant à lever la tête pour le regarder dans les yeux, et lui dit qu'il pouvait lui acheter 100 chemisiers de ce type sans y réfléchir,
mais qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas racheter. Le respect, car en se comportant comme quelqu'un qui ne se contrôle pas en public, elle ne s'était pas seulement ridiculisée, elle l'avait ridiculisé lui aussi, montrant au monde entier que la fiancée d'Alexander Moretti n'avait pas la maîtrise de soi nécessaire pour gérer un incident mineur sans recourir à la violence. Des larmes commencèrent à briller au coin des yeux de Serena. Mais personne dans la pièce ne croyait qu'elles étaient réelles. Pas après qu'elle les ait utilisées tant de fois, et elle murmura qu'elle était vraiment désolée en tendant la main pour toucher son bras, mais il recula pour éviter le contact, un rejet qui la frappa plus durement que la gifle qu'elle avait donnée à Vivian. Nikolai, dit Alexander, sans avoir besoin de se retourner pour savoir où se tenait son garde du cœur. Et un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds coupés courts et aux yeux froids comme l'acier, émergea de l'ombre près de l'entrée, et Alexander lui ordonna de ramener Mlle Ashford chez elle, d'une voix dénuée d'émotion, disant qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de repos et qu'elle ne reviendrait pas ce soir. Serena ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Nikolai la fit taire, et elle jeta un coup d'œil autour d'elle, faisant semblant de ne pas regarder Théodore, figé derrière le comptoir d'accueil, et les invités influents qui assistaient à son humiliation. Car pour la première fois en 12 ans, depuis qu'elle était entrée dans le monde obscur des hautes sphères new-yorkaises, Serena Ashford était traitée comme une enfant désobéissante renvoyée dans sa chambre. Et tandis que Nikolai posait une main ferme mais douce sur son coude et la guidait vers la porte, elle jeta un dernier regard à Vivian Holloway. Et dans ses yeux bleus pâles bouillonnant de haine, il y avait une promesse silencieuse que ce n'était pas fini, que ce n'était que le début. La porte du restaurant venait à peine de se refermer derrière Serena. Alexander Moretti se tourna vers Theodore Grant et lui demanda de nettoyer les débris de verre et d'accompagner Mel Holloway dans la salle privée à l'arrière. D'une voix calme, presque désinvolte, comme s'il demandait un verre d'eau plutôt que d'avoir humilié sa fiancée devant l'élite de Manhattan. Theodore déglutit péniblement, la gorge sèche et amère comme du sable, car en 22 ans chez Seraphinos, il avait reçu des ordres d'hommes dangereux, mais jamais il n'avait ressenti une telle peur. « Oui, monsieur Moretti, balbutia-t-il, puis il se tourna vers Vivien avec un regard entre la pitié et la crainte, et lui dit de le suivre. Vivien ne bougea pas tout de suite. Elle resta immobile le temps d'une respiration, ses yeux bruns foncés balayant la pièce une dernière fois, comme pour mémoriser chaque visage, chaque recoin, chaque flaque de lumière, car c'était peut-être la dernière fois qu'elle traversait ce restaurant en tant qu'employée. Ou peut-être la dernière fois qu'elle en sortait indemne, elle ne savait pas. Mais elle suivit Theodore quand même, car ne pas le suivre n'était pas une option. Ils traversèrent la cuisine, où les chefs se tenaient immobiles, un couteau à la main, le regard fixe. Craignant de jeter un coup d'œil sur le côté, ils s'engagèrent dans l'étroit couloir menant à la zone réservée au personnel, où des rangées de casiers personnels alignés le long du mur ressemblaient à des tombes verticales. Ils s'arrêtèrent enfin devant une porte en chêne noir sans plaque, sans numéro, sans aucun signe indiquant ce qui se trouvait derrière. « Attends ici, dit Théodore doucement, la voix tremblante comme s'il était celui qui attendait le verdict. Je vais t'annoncer, acquiesça Vivien sans parler. Et lorsque Théodore disparut derrière la porte, elle se retrouva seule dans le couloir sombre, le dos appuyé contre le mur froid. Et pour la première fois de la soirée, elle se permit de sentir ses joues encore brûlantes. Le goût métallique du sang persistait sur sa langue, provenant de sa lèvre mordue. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Un battement de tambour sauvage qu'elle n'avait pas laissé transparaître. Elle pensa à Marcus allongé sur le vieux canapé de leur appartement du Bronx, la poitrine se soulevant difficilement à chaque respiration. Elle pensa à Lily pliant des vêtements pour les vendre en ligne, ses petits doigts rugueux à cause des aiguilles et du fil. Elle pensa aux 250 000 $ qu'elle ne savait pas comment trouver pour l'opération. Et maintenant, elle risquait de perdre son emploi ou pire, de perdre la vie. La porte s'ouvrit. Théodore sortit, le visage encore plus pâle qu'auparavant, comme s'il venait de voir le diable et avait été épargné pour transmettre le message. « Monsieur Moretti va vous recevoir, dit-il. Il est seul, seul. » Ce mot résonna dans l'esprit de Vivien comme un glas. L'absence de témoins signifiait que personne ne saurait si elle disparaissait. Personne ne raconterait son histoire si elle ne sortait jamais de cette pièce. Mais Vivian Holloway avait vécu 27 ans dans un monde sans choix.
Elle avait affronté des propriétaires qui frappaient à sa porte au milieu de la nuit. Elle avait affronté des médecins froids qui lui annonçaient des sommes impossibles à payer. Elle avait affronté la mort de ses parents à l'âge de 16 ans. Un parrain de la mafia dans une pièce fermée n'était pas plus effrayant que ce que la vie lui avait déjà fait subir. Elle prit une profonde inspiration, lissa son tablier froissé et franchit la porte en chêne noir. La pièce était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était éclairée que par une seule lampe de table qui illuminait le coin où Alexander Moretti était assis, un verre de whisky frais à la main. Ses yeux gris tempête l'attendaient. La porte se referma derrière Vivien avec un léger clic, comme celui d'un coffre-fort qui se verrouille. La pièce était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Imaginé meublé dans un style minimaliste avec du bois de noyer foncé et du cuir couleur cognac. Pas de fenêtre, pas de deuxième sortie, seulement Alexander Moretti assis derrière un petit bureau, une lampe de bureau éclairant la moitié de son visage, tandis que l'autre moitié restait plongée dans l'ombre, créant une image mi-humaine, mi-démoniaque, profondément troublante. « Asseyez-vous », ordonna-t-il d'une voix neutre, tout en inclinant légèrement la tête vers le fauteuil en cuir en face de lui. Vivien ne bougea pas tout de suite. Elle resta debout un instant, balayant la pièce du regard par habitude, réflexe de quelqu'un qui a l'habitude de chercher des issues avant de s'avancer et de s'asseoir. Elle garda le dos droit, les mains posées sur les cuisses, ni soumise ni provocante. Alexander l'étudia en silence pendant 30 secondes, ses yeux gris parcourant ses cheveux bruns légèrement ébouriffés jusqu'à sa chemise blanche froissée, s'attardant sur l'échymose violette qui s'épanouissait sur sa joue gauche. « Vous n'avez pas pleuré, dit-il, une affirmation plutôt qu'une question. Vivien soutint son regard sans broncher. « Non, monsieur. Pourquoi? »« Parce que les larmes ne peignent pas le loyer. » Vivien répondit d'une voix étrangement calme. « Les larmes ne peignent pas les factures d'hôpital. Les larmes n'achètent pas les médicaments. J'ai assez pleuré quand j'avais 16 ans. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien à pleurer. Maintenant, je ne fais plus que travailler. » Alexander se pencha légèrement en avant, l'intérêt dans ses yeux passant de la curiosité à quelque chose de plus profond. « Le mouchoir, dit-il, en lin italien, brodé à la main, vieux d'au moins 20 ans, ce n'est pas quelque chose qu'une serveuse a l'habitude de garder dans sa poche. » La main de Vivien se porta instinctivement vers la poche de sa chemise où se trouvait le mouchoir. « Il appartenait à ma mère, dit-elle. Et pour la première fois de la soirée, sa voix se brisa, laissant transparaître une brève émotion qu'elle ne put complètement dissimuler. « Elle est morte quand j'avais 16 ans. D'un cancer. C'est la seule chose qui me reste d'elle. La seule chose. Notre maison a été saisie pour payer les frais médicaux. Tout le reste a été vendu. J'ai gardé ça parce que je l'avais dans ma poche pendant les funérailles. » Alexander se pencha en arrière, plissant les yeux comme s'il voyait Vivienne sous un tout autre jour. « Et tu as utilisé la chose la plus précieuse que tu possédais pour nettoyer le chemisier de la femme qui t'a frappé. » « Pourquoi? » Vivien resta silencieuse un instant, pesant sa réponse. Puis elle parla lentement, choisissant chaque mot avec soin. Parce que c'était la seule façon de lui montrer qu'elle ne pouvait pas m'atteindre. Oh, elle pouvait me gifler. Elle pouvait m'humilier, mais elle ne pouvait pas me rabaisser. J'ai essuyé l'huile parce que c'était mon travail, parce que je suis bonne dans mon travail, et parce que je n'ai pas besoin de m'abaisser pour répondre à quelqu'un qui s'est déjà abaissé par ses propres actions. La pièce fut plongée dans le silence. Alexander Moretti, un homme qui avait entendu d'innombrables supplications, justifications et mensonges de la part des personnes les plus puissantes de la ville, se retrouva pour la première fois depuis très longtemps sans voix. Cette serveuse de 27 ans ne suppliait pas pour sa vie, ne demandait pas à garder son emploi, n'essayait pas de le flatter ou de blâmer quelqu'un d'autre. Elle disait simplement la vérité, nue et tranchante comme une lame affûtée. « Avez-vous des frères et sœurs, mademoiselle Holloway? » Alexander posa la question comme si elle venait de nulle part. « 2, répondit Vivien, sans lui demander comment il le savait. Car elle comprenait qu'un homme comme Alexander Moretti savait tout sur tout le monde à sa portée. « Mon frère a 17 ans, il est né avec une malformation cardiaque et doit être opéré dans les 3 mois. Ma sœur a 13 ans, elle est encore au collège. Je suis la seule à gagner de l'argent, j'ai 3 emplois. »
Vivienne acquiesça. Je suis serveuse ici le soir, je nettoie des bureaux tôt le matin, je vends des produits en ligne pendant la journée. Le regard d'Alexander s'attarda sur les profondes cernes sous ses yeux, sur ses doigts ridés, sur ses épaules légèrement voûtées par une fatigue chronique qu'elle ne pouvait pas entièrement dissimuler. Combien d'heures dormez-vous chaque jour? 3 à 4, répondit Vivienne d'une voix calme. Quand j'ai de la chance. Alexander posa son verre de whisky sur le bureau. Le bruit du cristal contre le bois résonna, sec et aigu, dans le silence. Il se leva, contourna le bureau et s'arrêta juste devant elle. Vivienne leva la tête pour le regarder. Elle ne se leva pas, ne recula pas, se contentant de soutenir son regard de ses yeux bruns foncés sans ciller. « Garde ton travail, dit Alexander. Ton salaire double à partir de ce soir. Personne dans ce restaurant n'a le droit de te toucher. Si quelqu'un te cause des problèmes, que ce soit un client ou un membre du personnel, tu en informes directement Théodore. Et Théodore m'en informe. » Vivienne ne le remercia pas. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, acceptant cela comme une évidence plutôt que comme une faveur. Et cette réaction, cette absence de gratitude exagérée à laquelle il était si habitué, fit sourire Alexander Moretti pour la première fois de la soirée. Un sourire fugace, comme un nuage passant devant la lune, mais un sourire sincère. « Intéressant », murmura-t-il d'une voix si douce que Vivienne n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Très intéressant », dit Vivienne en descendant du quai du métro dans le Bronx à 2 heures du matin, les jambes douloureuses après une journée de travail de 12 heures. L'escalier menant à la rue était humide et empestait l'urine. Les lumières fluorescentes clignotaient et menaçaient de s'éteindre à tout moment. Quelques silhouettes voûtées traînaient dans les coins sombres qu'elle avait appris depuis longtemps ne pas voir. Et le quartier n'était jamais vraiment calme la nuit. Les sirènes des ambulances hurlaient au loin, les chiens aboyaient dans un appartement en dessous, quelqu'un se disputait sur un balcon de l'autre côté de la rue. C'était chez elle, non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce que c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. L'appartement se trouvait au 5e étage d'un immeuble en briques rouges construit dans les années 1960. L'ascenseur était en panne depuis 3 ans et n'avait jamais été réparé. Et Vivienne montait les escaliers une marche à la fois, les jambes lourdes comme du plomb, s'agrippant à la rampe rouillée tandis que sa respiration laborieuse résonnait dans la cage d'escalier sombre. Lorsqu'elle ouvrait la porte de l'appartement, l'odeur des antibiotiques et de la moisissure humide la frappait comme une deuxième gifle cette nuit-là. L'espace d'une chambre, si exigu que 3 personnes y vivaient, donnait l'impression d'être des poissons piégés dans un aquarium beaucoup trop petit. Marcus était allongé sur le vieux canapé abîmé dans le coin. Une fine couverture le recouvrait, mais elle n'était jamais assez chaude. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait péniblement à chaque respiration. Son visage était si pâle qu'il semblait presque translucide sous la lumière de la rue, qui filtrait à travers la fenêtre. Des veines bleues ressortaient nettement sur ses tempes. Ses lèvres s'entr'ouvraient juste assez pour aspirer chaque bouffée d'air précieuse, comme si l'oxygène lui-même était un luxe. Il avait 17 ans, mais il ressemblait à un vieil homme attendant la mort. Vivienne traversa la pièce sans bruit, se pencha pour remonter la couverture sur son frère et posa sa main sur son front pour vérifier sa température. Il était chaud, il n'avait pas de fièvre. Cette nuit était une bonne nuit, et elle expira de soulagement, même si elle savait que chaque bonne nuit n'était qu'un sursis avant les pires qui l'attendaient. « Tu es à la maison. » La voix douce de sa sœur venait du coin de la pièce, faisant se retourner Vivienne. Lily était assise par terre à côté de la seule prise électrique qui fonctionnait, un vieil ordinateur portable ouvert devant elle. La lueur bleue de l'écran éclairait le visage d'une enfant de 13 ans, aux yeux bien trop vieux pour son âge, qui disait qu'elle faisait ses devoirs et essayait de ne pas allumer la lumière pour que Marcus puisse dormir. Vivienne sentit son cœur se serrer. 13 ans. Et Lily savait déjà comment vivre dans le noir pour économiser l'électricité, comment parler à voix basse pour ne pas déranger son frère malade, comment ne rien demander parce qu'elle savait que sa sœur en faisait déjà trop, alors qu'elle aurait dû rentrer de l'école pour regarder la télévision, grignoter et discuter avec ses amis au téléphone comme les autres enfants de son âge. Au lieu de cela, elle était assise ici, dans un appartement humide, faisant ses devoirs à la lumière de son ordinateur portable parce qu'elle n'osait pas allumer une lampe. « As-tu mangé ?» demanda Vivienne doucement, bien que sa gorge fût serrée. « Oui, » répondit Lily, disant qu'elle avait mangé des nouilles instantanées à 19 heures,
avec un sourire si éclatant qu'il semblait presque forcé, ajoutant qu'elle avait gardé un paquet dans la cuisine pour sa sœur. Vivienne acquiesça et se dirigea vers le petit coin cuisine, séparé du salon par un rideau en tissu. Elle ouvrit le placard et vit le paquet de nouilles solitaires sur une étagère vide, à côté d'une bouteille de sauce de poisson presque vide et d'un pot de sel. Le réfrigérateur était vide, 3 mois de loyer n'avaient pas été payés, les factures de l'hôpital de Marcus s'empilaient sur la table comme une montagne de papier, et l'opération à 250 000 planait au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Vivien s'adossa contre le mur de la cuisine, ferma les yeux et, pour la première fois de la soirée, laissa son corps trembler, car au restaurant, elle était restée ferme comme un roc, et devant Serena Ashford, elle n'avait pas versé une seule larme. Devant Alexander Moretti, elle avait parlé comme si elle s'adressait à un homme ordinaire, plutôt qu'au parrain de la mafia le plus dangereux de la côte Est. Mais ici, dans cette cuisine sombre qui sentait le moisi, elle n'était plus que Vivienne Holloway, une femme de 27 ans noyée dans sa propre vie. Elle porta la main à sa joue, où la contusion la faisait souffrir, et murmura dans l'obscurité, « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, maman? Je ne sais plus quoi faire. » Et il n'y eut aucune réponse. Seuls les halètements laborieux de Marcus, les doux cliquetis des touches du clavier de Lily et le lointain hurlement des sirènes d'ambulance résonnant dans la nuit, comme pour rappeler que la mort attendait juste derrière la porte. Au même moment, de l'autre côté de Manhattan, dans un luxueux penthouse surplombant Central Park, Serena Ashford brisait une collection de cristal baccarat valant des centaines de milliers de dollars. Chaque verre, chaque vase, chaque ornement finement ouvragé était projeté contre les murs couleur crème et explosait en milliers d'éclats scintillants. Elle hurlait, un cri alimenté par une haine pure qui résonnait dans le vaste espace, sans que personne ne l'entende, car elle avait renvoyé tous ses domestiques. Dès que Nikolai l'avait déposée à la porte, l'humiliation de la soirée lui brûlait la poitrine comme de l'acide. Alexander l'avait réprimandé devant tout le restaurant, devant ses partenaires commerciaux, devant le personnel subalterne, et tout cela à cause de qui? À cause d'une petite serveuse sans valeur, une fille qui n'avait rien d'autre à son actif que des yeux provocateurs et un calme exaspérant. Serena s'arrêta au milieu des débris, la poitrine haletante, ses cheveux blonds platine échappant de leur coiffure parfaite, ses yeux bleu pâle brûlant de rage. Elle baissa les yeux vers la bague de fiançailles de 12 carats à son doigt, le diamant scintillant sous le lustre comme une cruelle provocation. 12 carats, symbole de pouvoir, symbole de sa position aux côtés de l'homme le plus puissant de New York. Et maintenant, tout tremblait à cause d'une serveuse. Serena enjamba les morceaux de verre brisés sans se soucier des éclats, qui lui coupaient la plante des pieds, et récupéra un deuxième téléphone dans un tiroir caché de son armoire. Ce n'était pas le téléphone qu'Alexander connaissait, mais un téléphone jetable qu'elle avait gardé caché pendant 6 mois. Elle composa le seul numéro enregistré et attendit. Une sonnerie, 2. Puis une voix masculine rauque se fit entendre, amusée et nonchalante, disant qu'un appel aussi tardif devait signifier quelque chose d'important. Ou peut-être qu'il lui manquait. Vincent Castellano, le parrain de la mafia qui contrôlait le sud de Manhattan et l'ennemi juré de la famille Moretti. Serena serra les dents et ravala sa rage face à sa condescendance, car pendant 6 mois, elle avait enduré le mépris de Vincent en échange de promesses de pouvoir réel. Le genre de pouvoir qu'Alexander ne lui avait jamais vraiment donné malgré 3 ans de fiançailles. Le plan a changé, dit-elle d'une voix froide comme l'acier. Je dois agir plus tôt que prévu. Vincent resta silencieux pendant un moment, et Serena pouvait presque imaginer le sourire prédateur qui se dessinait sur son visage balafré. « Que s'est-il passé? » demanda-t-il. « Ton parfait fiancé t'a-t-il fait du mal? »« Ne te moque pas de moi, Castellano, » grogna Serena. « Je t'ai fourni des informations sur les itinéraires de transport de Moretti pendant 6 mois. Chaque réunion secrète, chaque nouveau partenaire, chaque faiblesse de son système. Maintenant, je veux passer à l'action, et je veux que la serveuse du Serafino paye. » Le silence se prolongea. Puis Vincent reprit la parole à nouveau, d'un ton plus vif. « Quelle serveuse? Vivienne Holloway. » Serena cracha le nom comme s'il était amer sur sa langue. Elle a osé m'humilier ce soir, et Alexander a pris son parti. Je veux qu'elle disparaisse,
et je veux l'utiliser comme appât pour attirer Alexander dans un piège. Vincent éclata de rire. Un grondement sourd crépita dans la ligne. Oh, Serena, tu sais toujours comment rendre les choses intéressantes. Très bien, je t'écoute. Parle-moi de cette serveuse et nous discuterons de la manière de la transformer en un pion sur l'échiquier pour faire tomber Alexander Moretti. 3 jours passèrent comme un rêve étrange dont Vivian ne savait pas vraiment s'il était réel ou imaginaire. Et chez Serafino, tout avait changé de manière subtile mais indéniable. Personne n'osait la regarder trop longtemps. Personne ne lui confiait les tâches les plus pénibles. Theodore Grant la traitait avec le même mélange de respect et de malaise qu'il réservait aux clients les plus puissants. Son salaire doublé apparaissait sur son compte exactement comme promis. Et pour la première fois en 2 ans, Vivien pouvait acheter de la viande fraîche pour cuisiner pour Marcus et Lily au lieu de survivre à coups de nouilles instantanées. Pourtant, elle savait qu'il n'y avait rien de gratuit dans ce monde. L'appel est arrivé à 15 heures le 3e jour, alors qu'elle se préparait pour son service du soir. Un numéro inconnu, mais une voix familière lui annonçant qu'une voiture l'attendait en bas et que M. Moretti souhaitait la voir à la Moretti Tower dans l'heure qui suivait, avant de raccrocher avant qu'elle n'ait pu dire un mot. Vivienne baissa les yeux vers sa tenue. Un vieux T-shirt et un jean délavé, puis elle regarda Marcus, endormi sur le canapé, et elle sut qu'elle n'avait ni le temps de se changer, ni la possibilité de refuser. 20 minutes plus tard, elle était assise dans une élégante Mercedes Maybach noire, glissant dans les rues de Manhattan qu'elle n'avait jamais vues qu'à travers les vitres du métro, le chauffeur restant silencieux pendant tout le trajet. La tour Moretti s'élevait dans le quartier financier comme un monument de verre et d'acier, haut de 70 étages, reflétant le ciel gris de New York comme un miroir colossal. Vivienne traversa un hall pavé de marbre noir, passa devant des agents de sécurité en costume noir équipés d'oreillettes discrètes et fut escortée jusqu'à un ascenseur privé qui la conduisit directement au sommet. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle pénétra dans un espace qui semblait appartenir à un autre monde. Des sols en noyer poli, des baies vitrées allant du sol au plafond révélant tout Manhattan, des peintures abstraites valant des millions accrochées au mur. Et au centre de tout cela, Alexander Moretti se tenait dos à elle, regardant dehors comme s'il surveillait un royaume qui lui appartenait. « Mademoiselle Holloway », dit-il sans se retourner, sa voix résonnant dans le silence. « Merci d'être venue. » Vivienne s'avança, ses baskets usées résonnant de manière douloureusement incongrue sur le sol luxueux. « Je ne pensais pas avoir le choix de ne pas venir, Monsieur Moretti. » Alexander se retourna, un léger sourire illuminant brièvement son visage en réponse à son honnêteté. Vêtu d'un costume 3 pièces anthracite, d'une chemise blanche et sans cravate, il ressemblait davantage à un cadre supérieur d'une entreprise du Fortune 500 qu'au plus célèbre parrain de la mafia de la côte Est, même si ses yeux gris restaient froids comme l'acier et tranchants comme des lames. « Vous êtes intelligente, observa-t-il. C'est pourquoi je voulais vous parler. » Il se dirigea vers l'imposant bureau en ébène et s'assit en faisant signe à Vivienne de prendre place sur la chaise en face de lui. Ce qu'elle fit, le dos droit, les mains sur les cuisses, attendant. « J'ai un travail pour vous, » dit Alexander sans préambule. « Un travail dangereux, mais bien rémunéré. » Vivienne ne dit rien. Elle se contenta de le regarder. « J'ai besoin d'un coursier, » poursuivit-il, sans la quitter des yeux. « Quelqu'un qui n'appartient pas à l'organisation. Inconnu, insoupçonnable. Vous devrez transporter une mallette jusqu'à un certain endroit, la remettre à une personne que je vous désignerai, puis partir. Ne l'ouvrez pas, ne posez pas de questions, n'en parlez à personne. » « Cela semble simple, » dit Vivien d'un ton neutre, « mais si c'était simple, vous n'auriez pas besoin de moi. » « Exact. » Alexander acquiesça, et elle aurait pu jurer avoir vu une lueur de respect dans ses yeux. « L'homme que vous rencontrerez est Raymond Cross, un marchand d'armes. Cette rencontre est un test pour vérifier sa loyauté. Vous lui remettrez le message et observerez sa réaction. Si tout se passe bien, vous rentrerez chez vous et votre vie continuera comme avant. Et si cela ne se passe pas bien, Nikolai sera à proximité pour assurer votre sécurité, » répondit Alexander. « Mais je ne vais pas te mentir et te dire qu'il n'y a aucun risque. Il y en a un, et c'est pour cette raison que je suis prêt à te payer 300 000 $. Le cœur de Vivien sembla manquer un battement. 300 000 $. Assez pour payer l'opération de Marcus, et assez pour rembourser le loyer,
Assez pour que Lily ait un vrai bureau et de nouveaux livres. Assez pour passer une nuit sans craindre le lendemain. Je vois que vous tremblez, fit remarquer Alexander, le regard perçant comme celui d'un faucon. Vivienne baissa les yeux et vit que ses doigts tremblaient effectivement, et elle ne le cacha pas. J'ai un frère qui doit subir une opération cardiaque dans les 3 mois, dit-elle simplement. Le coût est de 150 000 dollars. Je ne tremble pas de peur. Je tremble parce que c'est la première fois que je vois un moyen de le sauver. Alexander l'observa en silence et lorsqu'il prit la parole, sa voix avait un ton légèrement différent, plus doux, mais toujours distant. Vous avez 24 heures pour vous décider, dit-il. Si vous acceptez, revenez ici demain à la même heure. Si vous refusez, vous conservez votre emploi chez Serafinos et nous oublions cette conversation. Je ne ferai pas cette offre une deuxième fois. Vivian se leva, hocha poliment la tête sans déférence et se dirigea vers l'ascenseur, s'arrêtant la main sur le bouton d'appel. Monsieur? Elle se retourna. Si je meurs dans le cadre de ce travail, qui s'occupera de mon frère? Alexander la regarda, et pour la première fois, autre chose qu'un calcul froid traversa ses yeux gris. Une lueur de curiosité, une pointe de respect, peut-être même une trace de compassion qu'il n'aurait jamais admise. Si tu meurs, ce sera mon échec, dit-il, et je n'accepte pas l'échec. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, et Vivienne entra, le cœur lourd d'une question à laquelle elle avait déjà répondu bien avant de la poser. Cette nuit-là, Vivienne ne dormit pas. Elle s'assit sur le sol froid à côté du canapé où Marcus était allongé. Le dos contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine, elle écoutait la respiration de son frère dans l'obscurité. Chaque respiration était une lutte, une inspiration lourde, une expiration sifflante, puis une pause terrifiante avant que le cycle ne recommence. Et parfois, cette pause s'étirait tellement que Vivienne se surprenait à retenir son souffle, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'elle entende la prochaine inspiration fragile. Elle se souvenait du rendez-vous avec le Dr. Chen 2 semaines plus tôt. Dans une petite salle d'examen éclairée par des néons aveuglants, avec des affiches sur les maladies cardiovasculaires tapissant les murs, le médecin, une femme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et aux yeux tristes derrière d'épaisses lunettes, lui avait dit gentiment que l'état de Marcus se détériorait plus rapidement que prévu, que sa valve cardiaque était gravement défaillante, que sans intervention chirurgicale dans les 3 mois, son cœur ne tiendrait pas le coup et qu'elle était désolée. Ces mots avaient transpercé Vivienne comme des lames. 250 000 dollars. Depuis, ce chiffre la hantait chaque nuit, tel un monstre tapi dans l'obscurité, attendant de dévorer le peu d'espoir qui lui restait. Elle avait envisagé toutes les options possibles. Vendre un rein pourrait lui rapporter 20 000 dollars si elle avait de la chance, mais elle avait besoin de ces 2 reins pour continuer à travailler et subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Les banques ne prêteraient pas une telle somme à une serveuse sans garantie. Les associations caritatives avaient des listes d'attente s'étendant sur plusieurs années. Elle avait même envisagé de vendre son corps, mais même cela ne lui permettrait pas de réunir suffisamment d'argent en 3 mois. Et maintenant, au milieu de tout ce désespoir, Alexander Moretti était apparu avec 300 000 dollars et un travail dangereux. Vivian regarda vers le coin où Lily dormait sur un mince matelas posé à même le sol. Une vieille couverture l'enveloppait comme un cocon. 13 ans. Sa sœur n'avait que 13 ans. Et si Vivienne mourait, qui s'occuperait de Lily? Qui veillerait à ce qu'elle reste à l'école, mange correctement, grandisse comme une enfant normale? Mais si Vivienne ne faisait rien, Marcus mourrait. Et si Marcus mourait, une partie de Vivienne mourrait avec lui. Elle avait perdu son père. Elle avait perdu sa mère. Elle ne pouvait pas perdre son frère aussi. Elle porta la main à la poche de sa chemise, où le mouchoir en lin de sa mère reposait comme un souvenir silencieux. Sa mère s'était battue jusqu'à son dernier souffle, s'accrochant à la vie par tous les moyens possibles. Non pas parce qu'elle craignait la mort, mais parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses enfants. Et maintenant, Vivienne devait se battre elle aussi, par tous les moyens nécessaires. Dehors, le ciel commençait à passer du noir au gris, annonçant l'aube prochaine. Vivienne Rose traversa doucement la pièce pour ne pas réveiller ses frères et ses sœurs, prit le vieux téléphone sur la table et tapa un bref message au numéro qu'il avait appelé l'après-midi précédent. « J'accepte », appuya-t-elle sur « Envoyer ». À cet instant, Vivian Holloway sut qu'elle avait franchi une porte sans retour et elle ne pouvait qu'espérer que ce qui l'attendait de l'autre côté
n'était pas l'enfer. Nikolai Volkov n'était pas du genre bavard, et pendant les 3 jours d'entraînement dans un sous-sol caché sous la tour Moretti, Vivienne pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de phrases complètes qu'il lui avait adressées, mais elle n'oublierait jamais ce qu'il lui avait enseigné. Le premier jour, il l'avait conduite dans une pièce vide aux murs de béton gris et au sol en caoutchouc noir, lui avait lancé une bouteille d'eau et n'avait prononcé qu'un seul mot. Observe. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il la fasse s'asseoir dans un coin et la laisse regarder à travers une vitre sans teint donnant sur le hall principal de la tour Moretti pendant 3 heures entières, après quoi il lui demanda combien de personnes étaient en patines weiss, combien portaient des costumes bleus, combien regardaient leur téléphone en marchant, combien portaient des armes dissimulées. Vivienne répondit avec une précision de plus de 80%, et pour la première fois, elle vit Nikolai hausser légèrement un sourcil, ce qui était le signe d'approbation le plus proche dont il était capable. « Où avez-vous grandi ?» demanda-t-il. « Dans le Bronx », répondit Vivienne. « Dans le sud du Bronx, quand vous rentrez chez vous après minuit, si vous n'observez pas, vous ne survivez pas jusqu'au matin. » Nikolai acquiesça comme si cela expliquait tout. Le deuxième jour, il lui apprit à repérer un menteur. Ils marchèrent dans les rues bondées de Manhattan, tandis que Nikolai lui montrait des signes que les gens ordinaires ne remarquaient jamais. Un homme dont les chaussures étaient trop neuves pour ses vêtements usés. Une femme lisant un journal dont les yeux ne bougeaient jamais sur la page. Une voiture garée depuis trop longtemps avec le conducteur toujours à l'intérieur. De petits détails qui pouvaient être mortels. « Vous apprenez vite », dit Nikolai à la fin de la journée, et ce fut le plus long compliment qu'il lui fit. Le troisième jour, il lui apprit à rester calme face à une menace. Sans prévenir, il sortit son arme et la pointa directement sur son visage. Et Vivienne ne broncha pas. Elle le regarda simplement de ses yeux marron foncé, imperturbables, comme si le canon n'était rien de plus qu'un jouet en plastique inoffensif. « Tu n'as pas peur de la mort », dit Nikolai en baissant son arme, d'une voix qui n'était pas une question. « J'ai eu peur de trop de choses dans ma vie », répondit Vivienne calmement, comme si elle parlait de la météo. « Peur de ne pas avoir l'argent pour payer le loyer, peur que mon frère meure avant que nous puissions payer l'opération, peur que ma sœur doive quitter l'école. La mort n'est qu'une fin. Ces autres choses sont un véritable enfer. » Nikolai l'observa longuement, ses yeux bleu acier la réévaluant depuis le début, puis dit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Monsieur Moretti a choisi la bonne personne. L'après-midi du troisième jour, Vivienne fut conduite dans une autre pièce pour recevoir sa mission officielle. Une maillette en cuir noir posée sur la table à côté d'un costume gris coûteux, des talons hauts et une petite montre élégante. « Demain, vous rencontrerez Raymond Cross à l'hôtel St. Regis, dit Nikolai. Salle de réunion privée Lancaster, 2e étage. Vous entrez, vous lui remettez la mallette. Observez sa réaction, puis partez. Je serai à proximité. S'il y a un problème, dites « Seaside » et j'interviendrai immédiatement. « Seaside », répéta Vivienne, mémorisant le mot de passe. Compris. Elle baissa les yeux vers la maillette noire et se demanda ce qu'elle contenait. Un contrat, de l'argent ou quelque chose de bien plus dangereux. Mais elle ne posa pas la question, car on lui avait demandé de ne pas le faire. Et Vivienne Holloway savait comment suivre les règles lorsque la vie des personnes qu'elle aimait en dépendait. La rue. L'hôtel Regis s'élevait le long de la 5e avenue comme un palais européen égaré parmi les tours de verre de Manhattan, et Vivienne franchit la porte tournante en laiton poli, ses talons tapant doucement sur le sol en marbre, la maillette en cuir noir fermement serrée dans sa main droite. Son tailleur gris lui allait comme un gant, ses cheveux étaient soigneusement relevés dans la nuque, un léger maquillage dissimulait les cernes sous ses yeux, et l'échymose sur sa joue avait presque disparu. Elle avait tout à fait l'air d'une jeune femme d'affaires se rendant à une réunion importante, et personne ne se doutait qu'une semaine plus tôt, elle servait des assiettes dans un restaurant et tremblait à l'idée de payer ses factures médicales. Le hall brillait sous un immense lustre en cristal suspendu au haut plafond, et Vivienne scruta l'espace comme Nikolai le lui avait appris, comptant les gardes, notant l'emplacement des caméras, repérant les sorties, 2 à la porte d'entrée, une près de la réception, une patrouillant près des ascenseurs. Nikolai n'était pas en vue, mais elle savait qu'il était tout près, peut-être dans le café de l'autre côté de la rue, une oreillette cachée sous son col.
Elle monta le large escalier jusqu'au deuxième étage où se trouvaient des salles de réunion privées destinées à des conversations confidentielles. La salle Lancaster, au bout du couloir, avait une porte en chêne fermée, sans inscription, ne laissant rien deviner de ce qui se trouvait à l'intérieur. Vivien prit une profonde inspiration, se souvint de la respiration laborieuse de Marcus la nuit précédente, et frappa 3 fois comme on le lui avait demandé. « Entrez », répondit une voix grave d'homme. Elle poussa la porte. La pièce était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, meublée dans un style classique avec du papier peint émeraude et des meubles en acajou, une table ronde au centre, et assis en face, Raymond Cross, qui semblait avoir environ 50 ans, avec des cheveux poivres et celles lissées en arrière, un visage anguleux marqué par une légère cicatrice allant de la tempe à la mâchoire. Ses yeux bruns foncés reflétaient la lassitude d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre pour faire confiance à qui que ce soit. Il était vêtu d'un costume bleu foncé avec une cravate défaite, et sa main droite sous la table indiquait à Vivian qu'il était armé. « Je vous apporte un cadeau de M. Moretti », dit-elle d'une voix calme et claire, sans se laisser déconcerter, tandis qu'elle posait la maillette sur la table et reculait. Raymond Cross ne la toucha pas. Il l'étudia de la tête aux pieds, son regard cherchant des armes, des enregistreurs, des signes de tromperie. « Moretti envoie une fille me rencontrer », dit-il d'une voix rauque. « Étrange. Il envoie généralement Nikolai ou au moins un homme armé. »« Je suis la messagère, Monsieur Cross », répondit Vivien d'un ton neutre. « Ma tâche consiste à livrer la mallette et à partir. Ce que vous en faites ensuite ne me concerne pas. » Raymond Cross l'observa pendant plusieurs secondes, puis se leva soudainement et contourna la table, sa main droite désormais visible. Un pistolet Beretta noir brillant dans sa poigne qu'il pointa directement sur elle, le canon à moins d'un pas de son front. « Ouvrez la mallette », ordonna-t-il froidement. Vivien ne bougea pas. Elle regarda l'arme, puis le regarda dans les yeux, et ce qu'il vit dans son regard brun foncé le fit hésiter. Aucune peur, aucune panique, seulement un calme glacial comme un lac recouvert de glace. « On m'a demandé de ne pas l'ouvrir », dit-elle d'une voix ferme, comme si l'arme n'était rien de plus qu'un stylo pointé vers elle. « Vous pouvez l'ouvrir vous-même, mais si vous me tirez dessus, M. Moretti ne sera pas content. Et je pense que vous savez ce qui se passe quand M. Moretti est mécontent. » Raymond Cross serra les mâchoires, son doigt se crispant sur la crosse. « Qui êtes-vous » grogna-t-il. « Moretti n'utilise jamais d'étrangers pour ce genre de travail. Êtes-vous en train de me tester ou est-ce que je me fais manipuler? Je ne suis qu'une messagère. » « Monsieur Cross » répéta Vivienne, la voix immuable, même si son cœur battait à toute rompre dans sa poitrine. « Je ne sais pas ce qu'il y a dans la mallette. Je ne sais pas quel accord vous avez conclu avec M. Moretti. Je sais seulement que s'il voulait votre mort, vous seriez déjà mort sans avoir besoin d'une fille comme moi pour livrer un message. » Le silence s'éternisa tandis que Raymond Cross la regardait, puis regardait la mallette, puis la regardait à nouveau, évaluant les possibilités, calculant les angles, cherchant un moyen de pression, puis il rit, d'un rire sec comme des feuilles d'automne frottant contre la pierre. « Vous avez du culot, jeune fille, dit-il, mais je ne vous fais pas confiance. Je pense que vous êtes un appât. Je pense que Moretti me teste et je n'aime pas être testé. » Il arma le pistolet, le clic déchirant le silence de la pièce comme une condamnation à mort. Vivian savait qu'elle devait prononcer le mot de pace seaside one word et que Nikolai ferait irruption. Mais quelque chose en elle, la même force qui l'avait empêché de pleurer lorsque Serena l'avait giflé, la poussait à parler. La même fierté qui l'avait poussé à nettoyer le chemisier de la femme qui l'avait humilié la contraignit à parler. « Monsieur Cross, j'ai un frère de 17 ans qui attend une opération du cœur. J'ai une sœur de 13 ans qui attend que je rentre à la maison. Si vous me tuez ici, non seulement vous mettrez M. Moretti en colère, mais vous tuerez 2 enfants innocents dans le Bronx, car je suis la seule à subvenir à leurs besoins. Pourrez-vous vivre avec ça? » Raymond Cross se figea, la fixant du regard, et pour la première fois, autre chose que de la suspicion brilla dans ses yeux. Avant qu'il n'ait pu réagir, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Nikolai, entrant avec son arme déjà dégainée, visa directement la tête de Raymond Cross. « Posez votre arme, Cross, » dit Nikolai d'un ton sec. « Vous venez d'échouer au test de loyauté. Monsieur Moretti vous contactera plus tard pour discuter des conséquences. »
Raymond Cross baissa lentement son arme, le regard toujours fixé sur Vivian avec une expression qu'il ne pouvait nommer. Et tandis que Nicolas l'escortait dehors, sa voix les suivit. Cette fille est dangereuse, Moretti. Elle ne connaît pas la peur. Et ceux qui ne connaissent pas la peur ne peuvent être contrôlés. Nicolas ne dit rien. Il posa simplement une main ferme sur le dos de Vivien et la guida vers l'ascenseur. Lorsque les portes se refermèrent, il la regarda avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Tu n'as pas donné le code, dit-il. Je n'en avais pas besoin, répondit Vivien, réalisant que ses mains tremblaient à présent. La réaction tardive d'un corps après que le danger soit passé. Il n'avait pas tiré. Comment l'avez-vous su? Parce qu'il m'a demandé qui j'étais au lieu d'appuyer sur la gâchette. Les gens qui ont l'intention de tuer ne posent jamais de questions. Nicolas resta silencieux pendant un long moment, puis parla d'une voix toujours froide, mais avec une nouvelle nuance, presque du respect. Ce n'était pas la première fois que vous faisiez face au danger. Non, répondit doucement Vivien, le regard vague. J'ai grandi dans le Bronx. C'est en affrontant le danger que j'ai survécu. 2 semaines passèrent comme une tempête silencieuse qui emporta Vivienne dans un monde complètement différent. Après sa mission avec Raymond Cross, on lui confia 3 autres missions, chacune plus complexe que la précédente. Elle les accomplit toutes sans commettre la moindre erreur. La deuxième mission consistait à remettre un paquet de documents à un homme politique à l'Hôtel Plaza, en passant 3 niveaux de sécurité sans être fouillée, car elle ressemblait à une simple secrétaire de bureau. La troisième mission l'a amenée à rester assise dans un café pendant 4 heures d'affilée, à observer et à mémoriser les habitudes d'arrivée, le nombre de gardes du corps, les habitudes, les vulnérabilités. La quatrième mission consistait à obtenir des informations d'une comptable mécontente, prête à vendre les secrets de son entreprise, et Vivian a mené la conversation avec tant d'habileté qu'elle a obtenu tout ce dont elle avait besoin sans que la femme ne se doute de rien. Après chaque mission, Vivian était convoquée à la Tour Moretti pour rendre compte directement à Alexander. Au début, ces réunions ne duraient pas plus de 10 minutes. Il posait des questions, elle répondait, il acquiesçait. Elle partait, mais progressivement, les réunions se sont allongées, passant à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et Alexander a commencé à lui poser des questions qui allaient au-delà des missions elles-mêmes. Il lui a demandé ce qu'elle pensait de la comptable, quelles étaient les véritables motivations de cette femme, si elle était digne de confiance. Il lui demandait son avis sur le programme de la concurrence, sur les faiblesses qu'elle avait remarquées, sur la meilleure façon de les exploiter. Et ce qui surprenait le plus Vivien, c'était qu'il écoutait sincèrement ses réponses. Un après-midi, après qu'elle ait eu terminé sa 4e mission, Alexander l'invita à rester prendre le thé au lieu de la congédier comme d'habitude, et son bureau était baigné de la lumière dorée de l'après-midi, avec vue sur Manhattan qui s'enfonçait dans le coucher de soleil. Et pour la première fois, Vivian réalisa que cette pièce n'était pas seulement son lieu de travail, mais l'endroit où il passait la plupart de son temps seul. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi, Holloway ?» demanda Alexander en versant du thé provenant d'une théière chinoise antique en porcelaine dans 2 petites tasses. « Parce que je n'ai rien à perdre, » répondit Vivian honnêtement. « Les gens qui n'ont rien à perdre ne peuvent être achetés ou menacés. » Faux. Alexander lui tendit une tasse. Ses yeux gris dégageaient en quelque chose de presque chaleureux, malgré la distance. « Vous avez tout à perdre. Vos 2 frères et sœurs. C'est pourquoi je sais que vous ne me trahirez jamais. Non pas parce que vous m'êtes loyal, mais parce que vous leur êtes loyal, et que pour les protéger, vous feriez n'importe quoi. » Vivien but une gorgée de thé. La douceur amère se répandit sur sa langue, et elle comprit qu'il disait la vérité. Elle n'était pas loyale envers Alexander Moretti. Elle faisait seulement ce qui était nécessaire pour sauver Marcus et protéger Lily. Mais cela avait-il de l'importance puisque le résultat était le même? « Pourquoi me faites-vous confiance ?» demanda-t-elle en retour. « Vous ne savez rien de moi, sauf que je suis une pauvre serveuse du Bronx. J'en sais assez. » Alexander se cala dans sa chaise, sa tasse de thé à la main, le regard perdu vers la fenêtre, comme s'il observait quelque chose au loin. « Je sais que tu as été giflé et que tu n'as pas pleuré. Je sais que tu as utilisé la chose la plus précieuse que tu possèdes pour nettoyer la blouse de ton ennemi. Je sais que tu as affronté une arme sans trembler. Ces choses m'en disent plus long que n'importe quel dossier. » Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant.
C'était le silence de deux personnes qui apprenaient à se comprendre sans beaucoup de mots. Et Vivienne réalisa qu'au cours des 2 dernières semaines, Alexander avait changé sa façon de la traiter. Il n'était plus employeur et employé, ni parrain de la mafia et serveuse. Il lui parlait d'égal à égal, lui demandait son avis, l'écoutait, et parfois, quand il pensait qu'elle ne le regardait pas, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Je n'ai pas beaucoup de personnes en qui j'ai confiance, dit soudain Alexander, d'une voix plus basse et plus douce que d'habitude. Dans ce monde, faire confiance à la mauvaise personne signifie la mort. Mais ne faire confiance à personne est une autre forme de mort, plus lente mais non moins douloureuse. Comment appelle-t-on cela? Demanda Vivien doucement. La solitude, répondit Alexander, toujours en regardant par la fenêtre. Et à ce moment-là, il ne ressemblait plus au parrain de la mafia, le plus redouté de la côte Est. Il était simplement un homme de 36 ans, riche, puissant et complètement seul. Vivien ne dit rien. Elle n'avait pas les mots pour réconforter un homme comme lui, et elle n'était pas sûre qu'il ait besoin de réconfort. Mais elle resta là, assise en silence, buvant du thé avec lui, regardant le coucher de soleil sur Manhattan s'estomper derrière la vitre. Et parfois, une présence silencieuse est tout ce dont une personne seule a vraiment besoin. L'appel est arrivé à 23 heures, juste au moment où Vivienne terminait son service chez Serafinos et s'apprêtait à prendre le métro pour rentrer dans le Bronx. La voix à l'autre bout du fil, concise comme toujours, lui a dit que M. Moratti voulait la voir et qu'une voiture l'attendait à l'entrée arrière du restaurant. Vivienne ne demanda pas pourquoi, ne demanda pas ce qui s'était passé, glissa simplement le téléphone dans sa poche et sortit pour rejoindre la Mercedes noire familière qui l'attendait. 30 minutes plus tard, elle se tenait devant la porte du bureau d'Alexander, au dernier étage de la tour Moretti, se demandant ce qui pouvait être si urgent qu'il ne pouvait attendre le lendemain matin. Et lorsqu'elle poussa la porte, la première chose qu'elle remarqua fut que la pièce était beaucoup plus sombre que d'habitude, éclairée uniquement par une petite lampe de bureau et le feu qui crépitait dans la cheminée dans le coin. Alexander était assis dans un fauteuil en cuir près des flammes plutôt que derrière son bureau, une bouteille de whisky déjà à moitié vide sur la table d'appoint. Le verre qu'il tenait à la main était presque vide et il ne portait pas de costume. C'était la première fois que Vivien le voyait vêtu uniquement d'une chemise blanche aux manches retroussées, la cravate défaite, les cheveux légèrement ébouriffés et non plus parfaitement lissés en arrière, l'air fatigué, l'air humain. « Asseyez-vous, dit-il sans la regarder, les yeux fixés sur les flammes dansantes, ajoutant qu'il y avait une autre bouteille sur l'étagère si elle en voulait une. Vivien se dirigea vers le fauteuil en face de lui et s'assit, refusant le verre, disant doucement qu'il ne l'avait pas convoqué à minuit juste pour boire. Alexander émit un petit rire sans véritable humour, répondant que non, ce n'était pas pour cela, puis il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux gris toujours fixés sur les flammes, comme si elles détenaient des réponses. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon père, dit-il enfin. Vivienne ne dit rien, restant simplement où elle était, comprenant qu'il avait plus besoin d'être écouté que d'obtenir une réponse. Il y a 15 ans, continua Alexander, d'une voix lointaine et grave. Il avait été trahi par l'homme en qui il avait le plus confiance, un partenaire commercial depuis 20 ans, quelqu'un qu'il considérait comme un frère. 3 balles dans la poitrine et d'un soleil... Dans ce bureau même, juste devant moi, et j'avais 21 ans. Un frisson parcourut le dos de Vivienne, malgré la chaleur du feu, lorsqu'elle imagina un jeune homme assistant au meurtre de son père, et elle lui demanda doucement ce qu'il avait fait. « Je l'ai tué, » répondit Alexander sans émotion, comme s'il décrivait le temps qu'il faisait. Il avait encore 3 balles dans le pistolet, mais il ne tira plus. C'était la première fois que je tuais quelqu'un, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais fait confiance à personne. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres sur les murs, et Vivien regarda l'homme en face d'elle, le parrain de la mafia le plus redouté de la côte Est, et pour la première fois, elle vit une fissure dans l'armure qu'il portait depuis 15 ans. « Monsieur Moretti, dit-elle après un moment, je ne sais pas quoi dire pour vous réconforter. Je ne suis pas doué pour réconforter les gens, mais je sais ce que c'est que de perdre ses parents. Et je sais que ce genre de douleur ne disparaît jamais vraiment. Elle devient simplement une partie de vous, comme une cicatrice avec laquelle vous apprenez à vivre. » Alexander se tourna alors vers elle, ses yeux quittant enfin le feu, les flammes se reflétant dans son regard gris,
les rendant plus chaleureux, plus humains. Quand avez-vous perdu vos parents? Demanda-t-il. Quand j'avais 16 ans, répondit Vivian. Un accident de voiture. Ils venaient de me chercher à l'école quand un camion a grillé un feu rouge. Mon père est mort sur le coup. Ma mère a survécu 2 semaines à l'hôpital avant de le rejoindre. Après cela, j'ai dû élever seul mes 2 frères et sœurs. Le silence s'installa entre eux. Mais c'était le silence de 2 personnes partageant une blessure sans avoir besoin de mots. Et Vivien comprit alors pourquoi Alexander l'avait appelé ce soir-là. Pas pour le travail, pas parce qu'il avait besoin de quelque chose, mais parce que, le jour de l'anniversaire de la mort de son père, il ne voulait pas être seul. Et parmi toutes les personnes qui l'entouraient, ses subordonnés, ses partenaires, sa fiancée lointaine, il avait choisi de l'appeler, elle, une serveuse du Bronx qu'il ne connaissait que depuis quelques semaines. Tu sais ce que cela signifie? Demanda Alexander doucement, presque dans un murmure. C'est la première fois en 15 ans que je raconte cette histoire à quelqu'un. Vivien le regarda, puissant, riche, impitoyable et complètement seul, et lui répondit que cela signifiait qu'il lui faisait confiance ou qu'il était très ivre. Alexander éclata de rire, un vrai rire, le premier qu'elle lui ait jamais entendu, le faisant paraître plus jeune, moins effrayant, moins distant. Il admit que c'était probablement les deux, puis posa son verre et la regarda avec des yeux qui avaient perdu un peu de leur froideur habituelle, disant que quelle qu'en soit la raison, il était heureux qu'elle soit là ce soir, Holloway. Vivienne ne répondit pas à voix haute. Elle se contenta d'acquiescer et resta assise avec lui près du feu. 2 étrangers issus de mondes différents, partageant un petit moment de compréhension, tandis qu'à l'extérieur, Manhattan brillait de 1000 feux, comme si la ville ne dormait jamais. Et dans cette pièce, le temps semblait s'être arrêté, et Vivienne réalisa que quelque chose avait changé entre eux cette nuit-là, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Pendant que Vivienne était assise près du feu avec Alexander dans la tour Moretti, à 16 kilomètres au sud de Manhattan, une autre réunion se déroulait dans un sous-sol caché sous un vieil entrepôt du quartier industriel de Brooklyn, où Serena Ashford se tenait devant un tableau blanc couvert de photos, de diagrammes et de lignes rouges qui se connectaient comme une carte de champ de bataille. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en arrière. Ses yeux bleu pâle brillaient de cruauté et de soif de vengeance, tandis que Vincent Castellano était affalé dans un fauteuil en cuir dans un coin. Un cigare cubain à moitié brûlé à la main, la fumée s'enroulant autour de son visage balafré comme un voile d'ombre, et à côté de lui se tenaient 2 gardes du corps armé et Theodore Grant, le directeur de Serafinos, tremblant comme une feuille dans le vent, la sueur perlant sur son front malgré le froid glacial qui régnait dans la pièce. Le plan est prêt, dit Serena d'une voix tranchante comme une lame. La fille Holloway sera l'appât parfait. Alexander lui fait confiance. Cela est évident puisqu'il l'a utilisé pour 4 missions consécutives et l'a même convoqué dans son bureau pendant la nuit. Castellano tira sur son cigare, la fumée s'échappant de ses narines comme un dragon pensif, et demanda si elle était certaine que les fausses informations mèneraient Moretti exactement là où il le voulait. Absolument, répondit Serena en se tournant vers Theodore, les yeux plissés comme un chat observant une souris. Theodore, informez M. Castellano de la réunion qu'Alexander est en train de préparer. Théodore déglutit péniblement, la gorge sèche et granuleuse comme du sable, sachant que si Alexander découvrait un jour cette trahison, la mort serait le sort le plus clément qu'il puisse espérer. Pourtant, une dette de jeu contractée 10 ans plus tôt auprès de Castellano pesait toujours sur lui, et Castellano avait clairement fait comprendre que si Théodore ne coopérait pas, sa sœur dans le New Jersey en subirait des conséquences. Il y a une réunion importante samedi prochain, dit Theodore d'une voix tremblante. Au St. Mark's Club, Alexander rencontrera plusieurs partenaires robustes pour discuter d'une nouvelle route maritime passant par le port de Newark. C'est la réunion la plus importante de l'année. Très peu de gens sont au courant. Seul Alexander, Nicolas et moi, car je suis chargé de réserver la salle privée. Castellano sourit comme un renard qui a repéré une poule bien grasse et demanda quel rôle jouerait la fille creuse. Serena retira la photo de Vivian du tableau et fixa le visage de la fille qui l'avait humiliée avec une haine non dissimulée, expliquant que celle-ci servirait de messagère pour cette réunion, que Theodore s'assurerait que l'information lui parvienne par accident, lui faisant croire qu'elle avait découvert quelque chose d'important,
mais que l'information serait fausse, conduisant Alexander à un autre endroit où il l'attendrait déjà. Et qu'en est-il de Daniel Mercer? Demanda Castellano. Le comptable est-il prêt? Serena acquiesça, un demi-sourire courbant ses lèvres, expliquant que Daniel Mercer était le chef comptable d'Alexander depuis 15 ans et connaissait tous les secrets financiers de l'Empire Moretti. Au cours des 6 derniers mois, Serena l'avait manipulé, avait découvert que sa femme avait une liaison avec un jeune entraîneur personnel et avait utilisé cette information pour le manipuler. Daniel croyait qu'il travaillait avec Castellano pour se venger de sa femme et obtenir de l'argent pour s'enfuir, sans se douter qu'il n'était qu'un pion jetable qui porterait toute la responsabilité lorsque tout s'effondrerait. Mercer m'a transféré la liste des actifs offshore d'Alexander la semaine dernière, a déclaré Serena. Et surtout, il sera au club St. Mark's ce soir-là pour assister au piège. Quand tout s'effondrera, Alexander croira que Mercer était la seule taupe et les soupçons ne se porteront jamais sur moi. Castellano se leva, s'approcha de Serena et posa une main sur son épaule dans un geste à la fois intime et menaçant, lui disant qu'elle avait bien travaillé et qu'une fois que tout serait terminé, elle aurait Serafinos, un tiers du territoire oriental, et sa liberté vis-à-vis d'Alexander Moretti. Serena leva les yeux vers lui, ses yeux bleu pâle brillants d'ambition et de haine, lui disant qu'elle ne voulait pas seulement sa liberté, mais qu'elle voulait voir le visage d'Alexander lorsqu'il réaliserait que la femme qu'il s'apprêtait à épouser l'avait trahi depuis le début, et qu'elle voulait que la petite serveuse paye pour avoir osé voler son attention. Ce soir-là, lorsque Vivienne quitta la tour Moretti après sa conversation tranquille au coin du feu avec Alexander, elle ne savait pas qu'un message avait déjà été envoyé à Theodore Grant. Préparez la fuite. Le plan commence dans 48 heures. Le piège était tendu et Vivienne Holloway, la serveuse du Bronx aux yeux intrépides, marchait droit dessus sans se douter de rien. 2 jours après la nuit passée au coin du feu, Vivienne a été informée de la réunion au St. Mark's Club d'une manière qui lui a immédiatement fait sentir que quelque chose n'allait pas. Theodore Grant l'a appelé dans son bureau chez Serafino après la fermeture et a prétendu avoir accidentellement laissé un dossier important sur son bureau et avoir besoin de son aide pour le livrer à la tour Moretti le lendemain matin. Et lorsque Vivienne souleva le dossier, une feuille de papier glissa, comme si elle avait été délibérément placée de manière trop lâche, détaillant la réunion d'Alexander avec ses partenaires russes le samedi, le lieu, l'heure, le nombre de participants et même le mot de passe pour accéder à la salle privée. Theodore feignit la panique en la ramassant précipitamment, l'avertissant qu'il s'agissait d'informations classifiées qu'elle ne devait révéler à personne, avant de la faire sortir rapidement du bureau. Mais Vivien avait vécu suffisamment longtemps dans un monde imprégné de tromperie pour reconnaître l'odeur d'un piège. Car des informations aussi sensibles n'étaient jamais conservées dans un dossier ordinaire. Et Theodore Grant, un homme si méticuleux qu'il frôlait la paranoïa, n'oubliait jamais rien par accident. Cette nuit-là, au lieu de prendre le métro pour retourner dans le Bronx comme d'habitude, Vivienne se glissa dans l'ombre de la ruelle en face de Serafinos et attendit, mettant en pratique tout ce que Nikolai lui avait enseigné. Se fondre dans l'obscurité, contrôler sa respiration, observer sans être vue. Et vers minuit, elle vit Theodore se faufiler par la porte arrière du restaurant, la tête baissée, le col de son manteau relevé pour cacher son visage, sans appeler de taxi, sans se diriger vers la rue principale, mais en se glissant dans les ruelles sombres comme un homme fuyant quelque chose d'invisible. Vivienne le suivit, gardant juste assez de distance pour ne pas être repéré, tout en restant suffisamment proche pour ne pas le perdre, dans le dédale des ruelles du Lower East Side, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un petit bar délabré avec une enseigne au néon clignotante, jette un coup d'œil autour de lui, puis entre à l'intérieur. Vivienne attendit 3 minutes, puis contourna le bar où elle trouva une petite fenêtre fissurée, donnant sur un débarras, grimpa sur une benne à ordures, colla son œil à l'ouverture, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Theodore était assis en face d'un homme qu'elle reconnut immédiatement grâce aux photos dans les dossiers d'Alexander. Vincent Castellano, le parrain de la mafia qui contrôlait le sud de Manhattan et l'ennemi juré de la famille Moretti, et à côté de lui, vêtu d'une robe noire moulante et arborant sa chevelure blonde platine familière, se tenait Serena Ashford. Vivienne retint son souffle
et colla son oreille contre la petite ouverture pour écouter. La voix froide et suffisante de Serena retentit, affirmant que tout était prêt, que la serveuse avait reçu les fausses informations, que si elle les rapportait à Alexander, celui-ci ajusterait ses plans en conséquence et tomberait droit dans le piège, et que si elle ne les rapportait pas, ils avaient toujours Theodore pour s'assurer que les informations parviennent aux bonnes oreilles. « Et si tout se passe comme prévu ?» demanda Castellano à travers la fumée de son cigare. Serena répondit avec un sourire aussi venimeux que la morsure d'un serpent. Alexander Moretti serait pris en flagrant délit lors d'une transaction d'armes illégale. Elle avait fait en sorte qu'une information anonyme parvienne au FBI au sujet de la réunion. Les agents fédéraux feraient une descente sur les lieux. Alexander serait arrêté et l'Empire Moretti s'effondrerait tandis que Mercer serait désigné comme le traître. La voix de Theodore tremblait lorsqu'il demanda s'il serait en sécurité, et le rire sec de Castellano déchira l'air lorsqu'il lui répondit qu'il serait en sécurité quand Castellano le dirait. Lui ordonnant de rentrer chez lui et de ne rien faire de stupide, Vivian s'éloigna de son poste d'observation, le cœur battant comme un tambour de guerre, courant à travers les ruelles sombres jusqu'à atteindre une cabine téléphonique 6 pâtés de maison plus loin. Pourtant, elle n'appela pas Alexander. Pas encore, car elle avait besoin de preuves, de quelque chose de plus solide que le témoignage d'une serveuse qu'il pourrait croire ou non. Au cours des 2 jours suivants, Vivien suivit Serena comme un fantôme, connaissant ses habitudes grâce aux conversations entendues chez Serafinos. Le spa le mardi, les déjeuners avec ses amis mondains le mercredi, le shopping sur la 5e avenue le jeudi. Et le jeudi, pendant que Serena essayait des vêtements dans une cabine d'essayage chez Bergdorf Goodman, Vivian se glissa dans la limousine qui attendait dehors. La porte avait été laissée ouverte par inadvertance par le chauffeur. Dans un tiroir caché sous le siège arrière, elle trouva le téléphone jetable que Serena utilisait pour communiquer avec Castellano. Vivienne photographia chaque message, chaque journal d'appel, chaque preuve documentant 6 mois de trahison et de complot visant à détruire Alexander Moretti. Elle sortit de la voiture 3 minutes avant le retour de Serena, son propre téléphone bien serré dans la main, rempli de preuves. Vivian Holloway savait qu'elle détenait quelque chose qui pouvait sauver des vies ou les détruire. Elle pouvait garder le silence, terminer sa mission, prendre l'argent et disparaître comme elle l'avait prévu, ou elle pouvait dire la vérité à Alexander et affronter les conséquences. Elle pensa à Marcus qui attendait son opération, à Lily qui attendait son retour chaque soir. Mais elle pensa aussi à Alexander, assis seul près du feu à la date anniversaire de la mort de son père. Un homme qui avait tout perdu à cause d'une trahison et qui était sur le point de tout perdre à nouveau si elle ne faisait rien. Vivian Holloway avait pris sa décision depuis longtemps. Elle n'était tout simplement pas prête à l'admettre. Elle sortit son téléphone et appela Nikolai, lui disant qu'elle devait voir M. Moretti immédiatement, que c'était urgent. 30 minutes après l'appel, Vivian se tenait dans le bureau d'Alexander à la Moretti Tower, son téléphone rempli de preuves posées sur le bureau entre eux, et elle lui raconta tout, de la façon dont Theodore avait laissé échapper les fausses informations de manière bien trop délibérée à la réunion secrète, dans le bar miteux, en passant par les messages échangés entre Serena et Castellano au cours des 6 derniers mois. Alexander resta silencieux pendant qu'elle parlait, le visage impassible, sans bouger un seul muscle, les yeux gris tempête fixés sur elle, sans cligner des paupières. Et lorsqu'elle eut terminé, le silence se prolongea si longtemps qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Puis Alexander tendit de la main, prit le téléphone et commença à faire défiler chaque message, chaque photo, chaque preuve de la trahison de la femme qu'il était censé épouser, le visage toujours impassible. Pourtant, Vivien remarqua que ses doigts se crispaient autour du téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il finit par parler, d'une voix basse et lointaine comme le grondement d'un orage au loin, disant qu'il soupçonnait Serena depuis 3 mois après avoir découvert des irrégularités dans les rapports financiers, mais qu'il n'avait aucune preuve et qu'il attendait qu'elle se trahisse. Vivienne lui demanda pourquoi il n'avait pas agi plus tôt, et Alexander répondit qu'il voulait voir jusqu'où elle irait, et parce qu'il voulait savoir qui serait vraiment à ses côtés lorsque tout s'effondrerait, ajoutant tranquillement qu'il le savait désormais. Vivienne ne dit rien, car elle n'avait pas agi par loyauté ou par affection, mais simplement parce qu'elle ne pouvait pas regarder un homme tomber dans un piège qui reflétait la trahison qui avait tué son père 15 ans plus tôt, même si elle ne le dit pas à voix haute.
Au lieu de cela, elle lui demanda ce qu'il allait faire maintenant, et Alexander répondit qu'il allait tomber dans le piège, interrompant sa protestation d'un geste de la main, mais selon ses propres conditions, et non les leurs. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur Manhattan la nuit, le dos droit comme une lame tirée, expliquant que Castellano voulait que le Federal Bureau of Investigation fasse une descente lors de la réunion, ce qui signifiait qu'il n'attaquerait pas directement, mais utiliserait la loi comme une arme, ignorant qu'Alexander avait quelqu'un à l'intérieur du bureau et qu'il veillerait à ce que la descente n'ait jamais lieu. Lorsque Vivian lui demanda des nouvelles de Serena et Theodore, Alexander se retourna avec un sourire glacial, disant que Serena serait au club St. Mark's ce soir-là, car elle voudrait assister à sa chute de ses propres yeux, et que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Quant à Theodore, on s'occuperait de lui plus tard, car il n'était qu'un simple pion qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. Lorsque Vivian mentionna Daniel Mercer, se souvenant du nom entendu lors de la réunion secrète, Alexander le confirma avec une pointe de déception, remarquant que 15 ans de loyauté avaient été vendus pour une rancune contre une épouse. Pourtant, Mercer serait toujours utile, croyant que tout se déroulait comme prévu, et cette confiance le rendrait imprudent. Alexander étala une carte du St. Mark's Club sur le bureau et indiqua les positions où seraient placés les hommes de Nikolai, expliquant que lorsque Castellano apparaîtrait, et il le ferait car il ne manquait jamais une occasion de voir un ennemi tomber, le piège se refermerait et Serena, Castellano et tous leurs collaborateurs seraient pris en flagrant délit. Vivienne demanda calmement quel serait son rôle cette nuit-là, et Alexander l'étudia du regard, pesant une décision finale avant de dire quelle serait la messagère, comme il l'avait prévu, qu'elle se rendrait au St. Mark's Club avec les faux documents préparés par Theodore et se comporterait comme si elle ne savait rien du complot. Sa présence rassurerait Serena et Castellano sur le bon déroulement des opérations. Et lorsque le piège se refermerait, elle dirait « Seaside ». Non par peur cette fois, mais parce que cela marquerait le moment où il riposterait. Vivien baissa les yeux sur la carte, sur les positions marquées, sur le piège préparé pour ceux qui avaient tenté de les piéger les premiers. Et elle comprit que samedi soir, tout allait changer, que certains allaient tomber et d'autres s'élever, et que Vivian Holloway, la serveuse du Bronx, se tiendrait au centre de tout cela, comme un pion sur l'échiquier qui avait choisi de réécrire la partie elle-même. Le St. Mark's Club se trouvait au sommet d'un vieil immeuble de l'Upper West Side, son toit surplombant tout Manhattan la nuit. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, comme une galaxie déversée à leurs pieds, et Vivienne entra à 21 heures le samedi soir, une maillette en cuir noir à la main, vêtue d'une élégante robe noire qui épousait sa silhouette, le visage calme, comme si elle n'avait aucune idée qu'elle s'apprêtait à entrer au cœur d'une guerre sur le point d'éclater. Alexander était déjà assis dans la loge VIP, Nikolai se tenant derrière lui comme une ombre vivante. De l'autre côté de la terrasse, Daniel Mercer était assis seul, un verre tremblant à la main, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation à fond. Tout semblait être une réunion ordinaire. Pourtant, Vivien pouvait sentir l'électricité dans l'air, une tension invisible qui s'accumulait comme un orage prêt à éclater. 15 minutes plus tard, Vincent Castellano arriva, montant sur le toit, entouré de 4 gardes du corps. Son visage balafré arborait un sourire suffisant, comme s'il avait déjà gagné avant même que le combat ne commence. Juste derrière lui, Serena Ashford émergea de l'ombre, vêtue d'une robe rouge sang, ses cheveux blonds platine relevés. Ne faisant plus semblant, elle se dirigea directement vers Castellano et se tint à ses côtés, comme pour déclarer publiquement sa trahison. Alexander ne montra aucune surprise, restant simplement assis là, un verre de whisky à la main, ses yeux gris tempête fixés froidement sur la femme qu'il avait autrefois eu l'intention d'épouser. Il la salua calmement et remarqua que sa robe était magnifique, de la couleur de la trahison, ce qui fit rire Serena d'un rire aigu et cristallin, comme du cristal qui se brise, et elle répondit qu'il avait toujours su complimenter les femmes. Mais ce soir-là, il n'était pas question de mode. Ce soir-là, il allait tout perdre. Castellano s'avança, levant la main pour signaler à ses gardes de dégainer leurs armes. 4 pistolets se levèrent, pointés sur Alexander et Nikolai. Castellano déclara que la partie était terminée, se vantant que le FBI arriverait dans 15 minutes et qu'avant cela, il voulait entendre Alexander supplier pour sa vie
comme son père l'avait fait avant de mourir, tandis que Vivienne se tenait au bord de la pièce, le cœur battant comme un tambour. Pourtant, son visage restait impassible, attendant un signe d'Alexander qui ne vint pas, car Alexander regardait Castellano droit dans les yeux et lui disait calmement que le FBI ne viendrait pas, qu'il avait coupé l'appel de Castellano 3 jours plus tôt et que personne n'était au courant de la réunion, à part les personnes présentes dans la pièce. Le sourire de Castellano se figea. Serena pâlit, sa confiance s'effritant pour la première fois, murmurant que c'était impossible, car c'était elle-même qui avait passé l'appel. À quoi Alexander répondit froidement en lui demandant qui elle pensait avoir appelé. L'agent Morrison, l'homme qu'elle croyait être une taupe du FBI, mais qui était en fait un atout d'Alexander depuis 10 ans, ce qui fit trébucher Serena en arrière, les yeux bleus pâles écarquillés d'horreur, tandis que Castellano rugissait de rage et ordonnait à ses gardes de tirer. Mais Alexander prononça un seul mot. Seaside. Les lumières s'éteignirent instantanément et le toit plongea dans l'obscurité totale tandis que le chaos éclatait. Des cris, des meubles qui s'écrasaient, des pas frénétiques. Vivien entendit des coups de feu. Un, puis deux, suivi du cri de douleur de quelqu'un qui se laissa instinctivement tomber à plat ventre sur le sol, le cœur battant à tout rompre dans l'obscurité. Ses doigts agrippèrent le pied d'une table. Puis elle entendit Nikolai, les sons secs d'une violence contrôlée, des coups de poing, des os qui se brisaient, des corps qui tombaient au sol alors qu'ils se déplaçaient dans l'obscurité comme un fantôme mortel, démantelant systématiquement et brutalement les gardes de Castellano. 30 secondes plus tard, les lumières se rallumèrent et le toit ressemblait à un champ de bataille. Les 4 gardes du corps gisaient immobiles sur le sol, certains gémissant, d'autres complètement immobiles. Castellano était agenouillé au centre, l'épaule ensanglantée par une blessure par balle, le visage blême de douleur et de peur. Serena était retenue par Nikolai, qui lui enserrait le cou de son bras et lui pressait le canon de son arme contre la tempe. Daniel Mercer tremblait dans un coin, sanglotant comme un enfant, le visage baigné de larmes et de morve, suppliant Alexander de ne pas le tuer, promettant de tout avouer, hurlant que Serena l'avait non seulement trahi avec Castellano, mais qu'elle avait également contacté un journaliste, Robert Sterling du New York Times, qu'elle avait un coffre-fort à la chambre forte privée Centurion contenant des preuves de toutes les opérations de blanchiment d'argent d'Alexander au cours des 10 dernières années et qu'elle prévoyait de vendre cette exclusivité après l'arrestation d'Alexander. Le toit plongea dans un silence absolu tandis qu'Alexander regardait Serena et pour la première fois de la soirée, autre chose que de la froideur apparut dans ses yeux gris. La profonde déception d'un homme trahi jusqu'à la moelle, murmurant qu'un journaliste signifiait qu'elle avait non seulement voulu le renverser, mais aussi le détruire complètement. Serena ne répondit pas, soutenant son regard avec une haine pure, même si sa gorge était serrée, ne montrant aucun remords ni aucune supplication, tandis que Vivienne se levait de l'endroit où elle s'était réfugiée et regardait la dévastation autour d'elle, réalisant que la nuit n'était pas encore terminée, que les secrets contenus dans ce coffre-fort, les preuves que Serena avait rassemblées pendant des années, restaient une menace mortelle pour Alexander Moretti. Et d'une manière ou d'une autre, Vivienne savait qu'elle serait celle qui serait chargée de s'en occuper. Alexander Moretti se tenait au centre du toit du St. Mark's Club, tel un roi rendant son jugement sur les traîtres, entouré des débris d'un complot raté. Les gardes de Castellano gisaient immobiles sur le sol en marbre, le sang se répandant sur la pierre comme des peintures abstraites de violence. Il s'avança devant Vincent Castellano, l'homme agenouillé, l'épaule ensanglantée et le visage décoloré par la douleur, et lui dit d'une voix glaciale qu'il vivrait, mais que son empire prendrait fin ce soir-là, que chaque centimètre carré du sud de Manhattan appartenait désormais à Moretti, et que si Castellano se montrait dans la ville dans les 48 heures, Nikolai achèverait ce qu'il avait commencé. Castellano ne protesta pas, se contentant d'acquiescer faiblement alors que les dernières traces d'arrogance étaient écrasées par la réalité avant que les hommes de Nikolai ne l'emportent comme un sac de déchets. Alexander se tourna alors vers Theodore Grant. Le directeur tremblant, acculé dans un coin,
le visage blanc comme un linge, lui dit sans émotion que ses 22 années de service étaient la seule raison pour laquelle il respirait encore, lui ordonnant de disparaître de la ville pour toujours et l'avertissant que si son nom était à nouveau murmuré, il regretterait de ne pas être mort cette nuit-là. Theodore balbutia un remerciement inutile avant de s'enfuir comme un rat pris au piège. Daniel Mercer fut épargné grâce aux informations qu'il avait fournies sur Serena et le coffre-fort. Mais il fut exilé de la ville à vie, portant la honte d'un traître autorisé à vivre. Enfin, Alexander se tint devant Serena Ashford, toujours retenu par Nikolai, ses yeux bleu pâle brûlants de haine. Pas de larmes, pas de supplications, pas de remords, même si tous les plans qu'elle avait élaborés s'étaient effondrés. Alexander lui dit qu'elle serait confinée dans le domaine nord, non par affection persistante, mais parce que la tuer créerait des complications avec sa famille à Boston, l'avertissant que toute tentative de fuite ou de contact avec qui que ce soit se solderait par sa disparition sans laisser de traces. Serena siffla qu'il regretterait d'avoir préféré une serveuse à elle. Mais Alexander ne répondit pas, se contentant de faire signe de l'emmener, et lorsqu'elle fut partie, il resta seul au milieu du toit en ruine, contemplant la ville scintillante avant de se tourner vers Vivien, qui était restée silencieuse tout au long, observant avec un air calme, comme si elle assistait à une pièce de théâtre plutôt qu'à l'effondrement d'un complot qui aurait pu la tuer. Alexander s'approcha d'elle, ses yeux gris reflétant un respect qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et lui dit qu'elle l'avait sauvée cette nuit-là, qu'elle aurait pu prendre l'argent et disparaître, mais qu'elle avait choisi la vérité, lui demandant pourquoi. Vivien répondit simplement qu'il y a 15 ans, il avait perdu son père à cause d'une trahison et qu'elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire sans agir. Après un long silence, Alexander sortit une petite clé en argent, attachée à une chaîne délicate, et la plaça dans la paume de sa main, lui disant qu'il s'agissait du coffre-fort de Serena, dans la chambre forte privée Centurion sur la 5e avenue, et lui demandant de récupérer tout ce qu'il contenait sans l'ouvrir ni le lire. Vivien sentit le poids de cette confiance, plus lourd que le métal. Elle comprit qu'il s'agissait d'une confiance absolue, celle qu'Alexander n'avait accordée à personne depuis la mort de son père. Et lorsqu'elle lui demanda ce qui se passerait si elle l'ouvrait, il répondit qu'il serait déçu, même s'il ne pensait pas qu'elle le ferait, car elle avait prouvé qu'elle tenait parole. Vivienne referma ses doigts sur la clé, hocha la tête une fois, puis s'éloigna dans les couloirs silencieux vers la nuit froide de Manhattan, s'arrêtant pour regarder la clé sous les lumières de la ville et réalisant que 3 semaines plus tôt, elle était une serveuse épuisée du Bronx, cumulant 3 emplois pour survivre. Et maintenant, elle détenait un secret capable de détruire le plus grand empire mafieux de la côte Est, sachant qu'elle pouvait l'échanger contre la liberté et une nouvelle vie où rester loyale et lier son avenir au monde d'Alexander. Elle sourit doucement en se dirigeant vers le métro, car elle savait déjà quel choix elle le ferait, même si elle n'était pas prête à admettre pourquoi. Et c'est ainsi que Vivian Holloway, l'humble serveuse de Serafinos, sortit d'une nuit remplie de coupes de feu, de trahison et de sang, serrant dans sa main la clé du secret le plus sombre de la ville. Quant à Alexander Moretti, le parrain de la mafia le plus redouté de New York, il accorda sa confiance non pas à sa puissante fiancée, mais à la femme qui avait fait preuve d'un courage tranquille, sous une pression insupportable, lui accordant non seulement la vie sauve, mais aussi un réel pouvoir, nous rappelant que la véritable valeur ne se mesure pas à l'origine ou au statut, mais à la façon dont on se comporte lorsque la vie tente de nous briser. Que parfois, la plus grande force n'est pas de riposter, mais de se relever après avoir été mis à terre. Et si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires aussi émouvantes. Vos likes et vos partages nous aident à continuer à créer chaque jour du contenu significatif. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'histoire de Viviane et si vous avez déjà dû affronter seul le monde entier. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vraiment connaître votre opinion sincère et nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et la paix dans leur quotidien. Merci de nous avoir écoutés.